Et nous revoilà pour la troisième partie. On va commencer cette troisième partie avec des boas. Du coup, Tristan, tu nous présentes ta louloute. Alors, c'est une boa impérator colombienne. Ouais. Donc ça vit aux alentours de la Colombie et puis les pays autour. Ouais. Qui va sur ses 8 ans, elle fait à peu près 2 mètres. 2 mètres. Ouais, Ah ouais, c'est voilà. Elle va sur ses 8 ans, ça fait 6 ans que je l'ai. Une grosse mémère. Ouais. Donc, très cool. Bah moi je vous avoue que là déjà c'est la plus grosse que j'ai jamais manipulée en serpent. Sacré bébête. Tiens, un peu là, on voit un peu les muscles. On voit les muscles, J'essaie pas trop la nourrir. Il y a quand même un peu d'irisation quand même, hein. Ouais. Même sur des couleurs assez claires comme ça. Ça dépend des moments de l'année, du moment où elle est plus gérée d'autres. Puis la queue, qui est complètement différent par rapport au reste du corps. Ça, c'est ça qui est bien chez les boas. C'est que ça apporte un contraste. Ah ouais, moi je trouve que moi personnellement je préfère, comme je t'avais dit, j'aime bien. Ah ouais, le cerf, moi aussi elle me tient. J'ai remarqué sur les sonoras, tout ça, c'est la même couleur tout le long. Ouais, souvent ça arrive. Et c'est vrai qu'il y a quelques bois qui se ne démarquent pas plus que ça. Ouais. Au niveau de la queue. Au niveau de la queue, il y a des bois qui sont pas trop démarqués. Après, bon, dans le genre Longicoda, tu vois, par exemple, en principe, au Longicoda, je trouve qu'ils sont pas tant démarqués. Ouais, on présentera les Longicoda juste derrière. Mais en soi, généralement, les constrictors, par exemple, sont très contrastés. Bah, on appelle les vrais bois à queue rouge. Ouais, c'est ça. Les constricteurs. Elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, elle fait à peu près combien? Environ 2 mètres, 2 mètres 10. 2 mètres, 2 mètres 10. Pour vous dire, on va se mettre un peu sur le côté. Je l'ai pesé il y a 2 semaines, elle faisait 7 kg. 7 kg, 2 mètres 10, gros bois. Première fois je touche un serpent aussi gros. Impressionnant, une force de malade. Elle maintient correctement. Ah oui. Elle mange une fois par mois. Au niveau du nourrissage à cet âge-là, ouais, une fois par mois. Voilà. Pas forcément des gros rats, ça dépend. Tu la nourris uniquement en drap? Ouais, que du rat adulte. Du rat adulte, alors des jeunes mâles ou des gros bébés, ça dépend. Ouais. Ça dépend. C'est aléatoire, ça dépend ce que j'ai en fait dans combien. D'accord. Là autant. Ouais, parce que j'ai souvent entendu dire sur des vidéos ou autres, des personnes qui avaient des gros bois comme ça, ils sont passés à des mammifères plus gros que le rat, style lapin. C'est pas utile. C'est pas utile. Je ne vais pas critiquer. Ouais, non, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour critiquer les manières des uns et des autres. Il faut savoir que c'est des animaux, le lapin et le cochon, qui sont quand même plus gras que le rat. Ouais. Donc, sachant qu'un serpent, surtout quand il est fait cette taille et qu'il est vieux, stocke du gras facilement. Donc, parce qu'il bouge moins, forcément. Donc, vaut mieux éviter, c'est pas recommandé. Ouais, une vie entière au rat, c'est complètement faisable. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Il n'y a pas de lapin ou de cochon d'Inde dans leur environnement, quoi. Il y a certains rongeurs qui sont pas les mêmes que les rats qu'on leur donne déjà de base. Alors, après, si j'ai pas de gros rats et tout, que je vois que j'ai un stock de poussins comme ça dans le tunnel, je lui donne 5-6 poussins au repas et voilà. Je sais pas si on peut filmer un peu la tête. Il y en a qui testent en donnant des pilons de poulet. Ouais, il y en a, j'ai vu, qui donnent de la nourriture humaine, entre guillemets, que tu achètes à Carrefour juste en cuisse ou que en machin, et qui nourrit leurs animaux avec ça. Après, c'est une méthode comme une autre. Moi, je suis pas là pour juger les méthodes de un tel et un tel. Moi, ceux qui font ce qu'ils veulent, mais je suis pas pour dans le sens que je dis pas que c'est mauvais. Oui, c'est pas une technique que tu fais chez toi. Pour moi, c'est pas mauvais. Par contre, ça peut être très mauvais pour moi si on le fait à l'année, si on le fait trop souvent. Ouais, je pense qu'il y aurait des carences quelque part. Déjà, pourquoi on donne du rat? Parce que on préfère donner du rat alors que dans certains pays, ils développent des saucisses pour serpents. Ah ouais? Des trucs tout faits, ouais, des trucs tout faits et tout. Mais la pré-nourriture déjà faite? À ma connaissance, le seul type qui a réussi à faire de la nourriture vraiment correcte pour les animaux en étant une nourriture totalement industrielle, c'est humain, c'est Repashy, la gamme Repashy. Parce que le mec, il a là les connaissances, je pense, il est calé, il a des tas d'experts, c'est pas n'importe qui le fait. Si on donne sinon en général des rongeurs et tout,
c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'il y a tout ce qu'il faut dedans pour le serpent. Ouais. Parce qu'on sait pas Oui, en soi c'est qu'ils de ont, quoi ils ont besoin. ils ont étudié que le rongeur s'approchait au mieux et à leurs besoins dans la nature. Nous on sait quoi. Et nous en captivité, du coup, on leur donne du roi. Voilà. L'homme, on sait de combien de calories il a besoin, Voilà. on sait de combien de protéines, vitamines il a besoin. Les serpents, on sait pas, donc on va pas s'amuser à donner. Moi, je m'amuserais pas à donner, à part peut-être exceptionnellement un jour une cuisse de poulet ou quoi, mais Ouais, donner, très exclusivement. donner souvent des cuisses de poulet à mes bêtes, je m'amuserai jamais parce que je sais que ça sera pas bon. Ouais, ça va leur apportera pas créer des carences. des carences ou des excédents. Ouais, des excédents. Et puis, enfin, c'est pas naturel en soi. Après, à l'exception de temps en temps, voilà, ça reste très occasionnel. Et je réponds, c'est très faisable. Peut-être que je le ferai un jour pour elle. Bon, voilà, première manipulation d'un aussi gros serpent dans mes mains. C'est cool. Moi qui n'ai pas trop gros serpent, maintenant je commence à être de plus en plus à l'aise avec nos amis les reptiles. D'autant plus les serpents que j'aime beaucoup, même si j'aime aussi les lézards, mais beaucoup plus les serpents. Là, tu vas commencer à souffler. On va la ranger, on va passer aux autres. Ouais, parce qu'elle a une petite pneumonie chronique. Elle a une petite fragilité. On va passer aux autres. C'est parti. On se retrouve pour la deuxième partie de la troisième vidéo. On vous a présenté boa constructeur impérator colombien. Et là, boa longicoda. Du coup, c'est impérator ou non? Alors, c'est les boa constructeurs longicoda. Boa constructeur longicoda. D'accord. Qui sont originaires du Pérou. Ouais. Donc, une petite localité au Pérou. Voilà. Petite localité du Pérou, du moins, ça fait combien ça à peu près adulte? Ça, on est sur la localité longicoda. En moyenne, je pense que c'est du 1m80-90. C'est pas du gros constructeur. Ça peut dépasser un peu ce taille, comme tout serpent. Comme tout serpent, de toute façon, ça dépend de l'alimentation. Voilà, on peut trouver des Rhode Island à 50, à 60, quand on peut en trouver à 2 mètres, 2 mètres 10. C'est ça. Maintenant, ça dépend de la nourriture, de l'alimentation. Mais sinon, ouais, c'est pas une grosse sous-espèce. C'est les petits constructeurs. Ils sont généralement plus petits que les impérators. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, vous, à la caméra, les reflets. Là, ils ont 3 dents. Ils vont sur leur capa. Là, dans ma main, c'est un mâle. Dans ma main, une femelle. Tu trouves un dimorphisme sexuel sur le longicoda ou non? Au niveau mâle et femelle. Pas plus que ça? Non, je sais pas. Je l'ai pas constaté du moins. Ouais, pour le moment, t'as pas constaté de dimorphisme sexuel au niveau des dimensions. Franchement, c'est super sympa. J'adore la couleur, j'adore les reflets. Et la particularité du longicoda aussi, d'après ce que j'ai pu lire, je sais pas, tu me confirmes ou non, Tristan, au niveau de la couleur, ils ont un changement autogénique. Jusqu'à leurs 3 ans. Jusqu'à la fin de leur vie. Mais d'autant plus qu'ils commencent à 3 ans. Mais jusqu'à leurs 3 ans, ils ont vraiment, ça change beaucoup. Ouais. Mais ça continue de changer un peu toute leur vie. D'accord, ouais. Et c'est ce que j'ai pu observer, regarder quelques vidéos du changement. De toute façon, je m'aperçois que ma boa aussi, sur ses 8 ans, l'impérator, elle a changé. Elle a changé de 3 fois de couleur bien après ses 4-5 ans. C'est... Ouais, il y a un changement, il y a un changement qui se fait, et puis sur les flancs, on voit bien ce gris, là, qu'on retrouve vers le bas. C'est pas flagrant. C'est pas, je sais pas si vous voyez, vous peut-être sur la femelle, on voit mieux, non? Le gris. D'accord. Et que sur la dorsale, on est plutôt plus foncé, ouais. La femelle est plus claire. La femelle est plus claire. Arrivé au bout d'un certain moment, il commence à avoir un jaune plus jaune que chez les autres boas. Ouais, il y a un développement du jaune. Il y a un noir un peu plus noir aussi. Il y a un noir plus noir, ouais. Il y a le développement des deux couleurs. C'est un bois qui est beaucoup plus contrasté. Et puis ouais, c'est comme tu m'avais fait remarquer, c'est vraiment l'arrondi. Ouais, les arrondis des ocelles. Entre les selles, ça fait des arrondis entre les selles de cheval. Oui, c'est assez sympathique. C'est super sympathique et ces reflets là, je sais pas si vous les voyez à la cam, je bouge mais... D'ailleurs, on peut constater aussi que les motifs sur le dos, les motifs dorsaux, les selles de cheval sont vraiment très régulières. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de boas qui ont des selles aussi régulières. Une tête vachement atypique aussi, je trouve, non? Ouais. Ils ont une tête par rapport à l'autre, la plus grosse qu'on a eue juste avant. Ouais. Ils n'ont pas la même tête c'est une tête plus triangulaire, plus en fer de lance. Ouais, c'est ça. Après, le boa longicoda,
c'est pas un gros constrictor. Et on peut retrouver des contrastes de coloration un peu différents. On peut avoir des spécimens plutôt argentés, des spécimens plutôt jaunes, des spécimens plutôt foncés. Ouais, il y a vraiment une variation de couleurs disponible chez le Longicoda. Avec toujours un contraste qu'on ne trouve pas chez les autres bois. Ouais, toujours. Et quand ils sont petits, on dirait pas des Longicoda, on dirait des Imperator, mais un peu. Un peu foncé. Ouais, ou plus clair, ça va être différent, avec un marquage différent. Ça, c'est la souche qui vient de chez. Donc, c'est Nicolas Isard qui les avait revendus à une dame qui. C'est la souche Vigne Russo. C'est la souche Vigne Russo. Et Vincent Russo. Vincent. Ouais. Et je crois que c'est Vincent Russo. Peut-être vraiment. Oui, la souche. Désolé pour lui. La souche Russo. La souche Rousseau qui est très connue. Désolé, monsieur Russo. Dans le bois. Je pense pas que monsieur Rousseau regarde mes vidéos. Ouais. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour. C'est la souche que. Alors, Nicolas Isard avait vendu sa souche à une femme qui a eu du paternesse avec les parents de ceux-là en fait. Ouais. Donc voilà. Donc c'est une souche assez. Le Longicoda, super sympathique aussi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le contraste. La femelle devrait être prête pour l'hiver, pas cet hiver qui vient, mais pour le prochain, dans un an. Et puis c'est pas excessivement grand. Hein. Ça, en fait, le bois, si je sais pas, je te pose la question, Tristan, est-ce que ça a une croissance vachement lente? Pas très rapide, et puis surtout, de toute façon, faut par pas rapport à une couleur ou. De toute façon, tu le vois bien, ils vont avoir 4 ans. Ils vont avoir 4 ans, ouais. Moi, mon Imperator, à cet âge-là, elle faisait déjà 1m60. Elle? Oui. Voire, ouais, voire 70. Ah ouais, carrément, ça. Ouais, le Colombien est beaucoup plus grand que du coup le Pérou alors. Ouais. Le Longicoda vient du. Tout dépend de la façon dont on les pousse. Ils sont pas poussés à donf et ils s'en portent très bien. Bah, bien sûr. Au contraire, ils vivent plus longtemps. Mais j'adore moi tous les serpents noirs. J'ai vraiment un coup de cœur sur cet effet irisé là. Ouais, franchement, ça, je kiffe à mort. Et puis, j'ai vu pas mal de vidéos, surtout la vidéo de Julie avec son Longicoda qui est extrêmement noir et jaune ou beige plutôt. Le contraste est pour moi avec une tête. Franchement, j'adore les animaux. De couleur foncée, j'en ai pas encore à la maison du foncé, c'est pour ça que là ça m'attire. Et avec ces reflets de malade, j'adore. Et pour le moment, je suis attiré vraiment sur le Boana. Dîner entre guillemets. Peut-être. Ça c'est du grand Boana. Ça c'est du grand Boana. Voilà. Le Longicoda, c'est pas du nain. On peut dire que c'est un constrictor nain. Parce que pour un constrictor, par rapport à un Colombien, ouais. Par rapport à un constrictor, vu que c'est la sous-espèce des constrictors. C'est une sous-espèce de constrictor en fait, hein, d'habitude, donc les constrictors sont quand même plus gros que ça. Ouais, c'est ça. Surtout si on prend le Guyana, le Nord-Brésil ou. Ouais, c'est pas de l'impérator, c'est du constructeur. Donc c'est assez exceptionnel. Pour du constructeur, oui, une petite taille pour du constructeur, c'est pas courant quoi. Si on me dit un constructeur sur une âme, il fait cette taille-là au bout de 3 ans, je dis ouais, il est clairement sous-alimenté. Ouais. Bah, c'est pas pareil, c'est du Longicoda. C'est du Longicoda, ouais. La queue, comme j'adore. Noir avec des bandes. Tu vois le pattern, tu vois, il est pareil. Tu vois, par rapport à la démarcation de différence, moi ce que je préfère c'est comme ça. C'est pas avoir tellement de différence entre le corps et la queue. Après il y en a, ils aiment la queue. Après c'est chacun ses goûts. Je respecte tous les goûts. Après sur un constrictor, enfin sur un constrictor guyanais, ça rend bien quoi, avoir la queue bien rouge pétant. Ouais, ça fait des contrastes de fou. Ouais, c'est ça. Super sympathique. Les amis, Longicoda, super sympa. Ouais. Puis avec la petite croix sur la tête. La petite croix, ouais, sur la tête. C'est sympa. Si vous allez le voir, on va essayer de le voir là comme ça. Je sais pas si vous voyez la petite croix là, c'est super chouette. Leur tête est très contrastée. Leur tête est très contrastée et ça a du museau hein, quand même, hein, je trouve. Mais il y a rien, j'ai l'impression qu'il part aussi sur du. Des fois sur du. Enfin, suivant l'éclairage, j'ai l'impression que ça fait du bleu, du gris bleuté des fois. Ouais, c'est vrai, par rapport au reflet. Mais alors après, est-ce que ce serait pas le reflet du noir qui fait que ça fait ça? Peut-être. Peut-être. Longicoda, petit bois super sympa.
découvert en... comment il a été décrit en... Il a été décrit en 93. C'est assez récent quand même. C'est récent, ouais. Bah, le Logicoda, j'en ai pas vu beaucoup, du moins sur les vidéos, je le rappelle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont du Logicoda, je crois. Ça reste assez... pas encore super développé en captivité, du moins en France. Disons que c'est les gens qui n'ont pas... C'est indémodable dans le sens que tous les ans ça se vend, les gens en cherchent, mais c'est pas celui auquel les gens courent le plus après, quoi. C'est sûr que l'important c'est une bonne bête. Je sais pas. Moi c'est pas trop mon domaine encore le bois, mais je sais pas, j'aime bien. C'est sympa comme bête. C'est super sympa. Hein. Bon, les amis, on arrive presque à la fin de cette troisième partie avec notre ami Tristan. Petit bonus, une autre espèce en plus, c'est cadeau. Voilà. On va vous faire la petite vidéo de présentation de son petit dernier, de son cheptel. Et puis, une bête qui est ni un boa ni un morelia. Voilà. La petite exclusivité, le petit canard tout seul, on va dire, qui n'a pas de famille, il reste tout seul lui. Du moins dans ton cheptel, parce que t'as tes familles de Morelia, t'as tes familles de bois, mais t'as pas de famille de lui. Ah, j'aurais peut-être un jour un mâle pour celui-là. On vous met ça tout de suite. Tristan, je te remercie de l'invitation. Il n'y a pas de souci. Ça a été avec un grand plaisir de m'accueillir chez toi. Et puis depuis le temps qu'on parle sur internet et de se voir en vrai, c'est cool. Ah, ça fait plaisir de pouvoir partager. Et ça fait plaisir de partager avec toi et que tu me fasses découvrir tes loulous. Et que j'espère un jour tu viendras à la maison voir les miens aussi. Bah avec plaisir, oui. Et on vous met la suite de la troisième. Tristan va vous faire une petite présentation en individuel. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Et puis pour moi je vous dis bye bye. Voilà pour le petit bonus de la vidéo, c'est le Python Curtus. Donc ça c'est une femelle qui a 2 ans passé, qui vient de chez Reptiline. Donc voilà, c'est les serpents qui ont mauvaise réputation. Qui ont mauvaise réputation à tort, parce qu'il n'y a pas plus cool en vrai. On trouve difficilement plus cool et calme quand on les manipule bien. C'est tout, il faut savoir bien les manipuler, bien les prendre et puis bien les désensibiliser. Moi je peux lui prendre la tête comme ça. On va essayer de s'en la brusquer non plus la pauvre. Je peux lui prendre la tête. Elle n'a pas vraiment de mouvement brusque en arrière. Je lui tripote la tête. Elle se laisse faire, elle continue d'avancer vers ma main. Donc voilà, c'est... Je ferais pas ça avec n'importe quel serpent, ni avec le Varigata, ni avec le Carinata. C'est des belles bêtes. Ça c'est python à queue courte, python malais. C'est dans le genre des pythons sanguins, donc Curtus braytesteni, Brangersmé. C'est le plus court, c'est le plus petit. Voilà, donc ça dépasse guèrement 1,50 m. C'est des bêtes qu'il faut faire attention à ne pas trop nourrir parce qu'ils sont peu actifs. C'est vraiment des fouisseurs embusqués. Donc dans la nature, ils s'enfouissent sous la litière. Et ils attendent juste la tête, le nez en dehors, parfois juste les narines. Qu'il y ait quelque chose qui passe au-dessus. Et là, c'est foudroyant. C'est vraiment des attaques, c'est l'attaque la plus fulgurante de tous les serpents que j'ai. C'est vraiment d'une rapidité extrême. On voit pas le truc venir. Donc voilà, c'est des serpents qui sont assez mal réputés. Et pourtant, c'est vraiment des... Franchement, pour débuter, franchement, pour quelqu'un qui s'est renseigné un minimum, mais pas mieux. Parce que c'est pas le genre de serpent, quand on a une Pantherophis, vous débutez avec une Pantherophis guttatus, c'est un serpent qui, s'il est vorace, il peut aller du terrain à l'autre quand vous mettez les mains pour changer la gamelle pour vous manger. Ça, il le fera pas, il va rester dans son coin et basta. C'est pas lui qui viendra vous voir. Donc en fait, tous les problèmes que vous avez avec d'autres serpents, c'est pas ce serpent qui va vous les faire parce qu'il est tellement feignant que... Mais c'est une super espèce, vraiment très belle. Moi je l'ai choisi parce que ses côtés rappellent le python de Séba. J'aime beaucoup cette couleur, ça permet d'avoir un python de Séba sans capacitaire. Voilà. C'est à faire attention à pas trop nourrir, à bien hydrater. Ils sont très sujets à déshydratation, pour ça faut pas trop échauffer, c'est thermoconformiste, comme les boa imperator, mais encore plus sensible. Faut vraiment pas dépasser les 28 degrés en point chaud. Et l'idéal c'est voilà, comme ils sont thermoconformistes, de leur faire un terrarium à température ambiante. Si on peut avoir la pièce 25,5-26 degrés, c'est très bien, ça leur convient. Ça leur permet de digérer
correctement. C'est comme ça que beaucoup de les élèves. Nicolas Hussard fait comme ça, la petite ligne, et c'est le précurseur d'élevage de Curtius, bon, de Curtius en France. Donc voilà. Parce que le secret de toute façon c'est de faire comme ceux qui réussissent l'élevage. Et à partir de ce moment-là, on peut innover et commencer à tester des trucs. Donc voilà, c'est une super espèce. C'est une espèce qui adore l'eau. Dans la nature, elle se trouve beaucoup près des points d'eau, des rivières, des cours d'eau, parce qu'ils adorent se baigner. Donc si on met un bac d'eau pour qu'ils se baignent, je conseille de mettre une petite gamelle propre avec, à côté, indépendamment, ou alors de changer l'eau autant que possible, c'est-à-dire tous les jours, mais peut-être même 2 fois par jour. Parce que ils ont tendance, comme beaucoup de serpents, à faire dedans. Et ils vont jamais boire après. Ça, une fois que c'est l'eau essuyée, ils boivent plus. Ou mettre une petite pompe avec une filtration et une décante extérieure. Voilà. Et je l'ai depuis cet hiver. Elle m'a fait 2 mues parfaites, intactes. 2 chaussettes alors que c'est réputé pour mal muer. Et on dit souvent qu'il faut pulvériser et tout dans le terrarium. Moi j'ai jamais pulvérisé dedans. Juste de l'eau propre tout le temps. Et tous les soirs elle va boire. Vraiment tous les soirs. Donc voilà, un petit python Curtius. Pour ceux qui ne connaissaient pas,